Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les drames de vestiaire, car ce qui s'est passé après la demi-finale de Coupe du Monde de l'Argentine a pris une dimension bien plus grande que le football. L'affaire est devenue un affrontement sur les frontières, le sang versé, et sur la question de savoir qui peut réellement s'exprimer librement sur le sol américain. Et le plus étonnant, c'est que les voix les plus fortes en faveur de la liberté d'expression ne sont venues ni de Buenos Aires ni de Londres. Elles sont venues de la Maison-Blanche. Revenons au point de départ. En juillet, l'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 lors d'une demi-finale tendue disputée à Atlanta. Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs argentins ont déployé une banderole remise par des supporters dans les tribunes. On pouvait y lire « Las Malvinas son Argentinas ». Les Malouines appartiennent à l'Argentine. Pour ceux qui connaissent mal cette formule, elle renvoie aux îles Falkland, appelées Malvinas en Argentine, territoire britannique isolé de l'Atlantique Sud que Buenos Aires revendique depuis près de 2 siècles. Ce n'était pas une provocation sortie de nulle part. Les Falklands ou Malvinas pour les Argentins ont été au cœur d'une guerre brutale de 74 jours en 1982. Plus de 900 personnes y ont perdu la vie, environ 650 soldats argentins et près de 255 militaires britanniques. Le Royaume-Uni contrôle les îles depuis 1833 et, pour de nombreuses familles des deux camps, ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est une douleur personnelle, transmise d'une génération à l'autre. Alors, lorsqu'une banderole revendiquant la souveraineté sur ce même territoire est apparue sur un terrain de football aux États-Unis, l'effet a été celui d'une allumette jetée sur de l'herbe sèche. En quelques heures, le récit a cessé de concerner un match pour devenir une affaire de géopolitique. Le gouvernement britannique n'est pas resté silencieux. Un porte-parole du Premier ministre de l'époque, Keir Starmer, a répliqué par une phrase reprise partout en ligne. « La Coupe du Monde n'est peut-être pas à nous, mais les îles Falkland le sont assurément. » Le ministre des Entreprises, Peter Kyle, a publiquement demandé à la FIFA d'ouvrir une enquête complète, et Downing Street a confirmé que Starmer soutenait personnellement cette demande. Ce n'était pas un simple député exprimant sa colère sur les réseaux sociaux. C'était le gouvernement britannique, officiellement, qui faisait pression sur l'instance dirigeante du football mondial, et la FIFA a réagi, au moins sur le plan de la procédure. Dès le lendemain de la demi-finale, elle a confirmé que sa commission de discipline indépendante examinait les rapports du match et déciderait si la banderole enfreignait ses règles. Ces règles sont précises. Le code disciplinaire de la FIFA interdit, je cite, d'utiliser une manifestation sportive pour des démonstrations de nature non sportive. Il existe même un précédent. En 2014, la FIFA avait infligé une amende de 20 000 livres à la Fédération argentine après l'apparition, avant un match amical, d'une banderole similaire et encore plus grande sur les Malvinas. Le terrain juridique n'était donc pas inconnu. Restait à savoir avec quelle sévérité la FIFA traiterait l'affaire cette fois, surtout avec le monde entier du football braqué sur un tournoi organisé aux États-Unis. Pendant que la FIFA délibérait, la tension continuait de monter au Royaume-Uni. Certains commentateurs se sont contentés de dénoncer un manque de sportivité, d'autres sont allés beaucoup plus loin. Niall Gardiner, ancien conseiller de Margaret Thatcher, a écrit publiquement que tout joueur argentin de Premier League, ayant participé à ce qu'il qualifiait de démonstration anti-britannique répugnante, devrait perdre son visa de travail au Royaume-Uni. Des animateurs de radio sportive ont repris l'idée, puis des éditorialistes. Une polémique née d'une célébration d'après-match s'est soudain transformée en débat sur le droit de l'immigration, l'identité nationale et sur la possibilité qu'un geste politique sur un terrain affecte le droit d'une personne à vivre et travailler légalement dans un autre pays. C'est ici que les choses se compliquent, car le droit britannique de l'immigration ne fonctionne pas comme le voudrait l'indignation des réseaux sociaux. Les juristes interrogés directement ont été clairs. Retirer un visa de travail suppose de franchir un seuil juridique précis, généralement lié à une infraction pénale, à la sécurité nationale ou à une violation grave des règles d'immigration. Brandir une banderole, aussi provocatrice soit-elle, ne suffit presque certainement pas. Un spécialiste du droit de l'immigration a qualifié la révocation des visas pour ce motif de « très improbable ». Ainsi, tandis que certains titres annonçaient des joueurs bientôt chassés du pays, la réalité juridique était bien moins spectaculaire.
La colère ne constitue pas un dossier en droit. Cela n'a pas empêché certains noms d'être entraînés au centre de la tempête. Plusieurs articles ont désigné 3 internationaux argentins de Premier League comme les joueurs les plus étroitement associés à l'incident. Lisandro Martinez, défenseur de Manchester United, Christian Romero, défenseur de Tottenham, et Enzo Fernandez, milieu de Chelsea. D'autres ont élargi la liste à Emiliano Martinez, gardien très démonstratif d'Aston Villa, aussi connu pour ses jeux psychologiques que pour ses arrêts, ainsi qu'à Alexis McAllister, milieu plus discret de Liverpool. Aucun n'a été identifié comme celui qui avait physiquement déployé la banderole, mais leur simple présence sur le terrain durant la célébration a suffi à les placer dans des titres sur les visas et la loyauté nationale. Puis est arrivé le rebondissement auquel presque personne, hors des cercles les plus passionnés de football, ne s'attendait. Pendant que le Royaume-Uni réclamait des sanctions, le gouvernement américain faisait exactement l'inverse. Andrew Giuliani, qui dirigeait le groupe de travail FIFA de la Maison-Blanche pour le tournoi, a été interrogé sur une éventuelle faute des joueurs argentins. Sa réponse s'est fondée sur la Constitution américaine. Il a déclaré qu'ils avaient eu la possibilité et la liberté de faire ces déclarations sur le sol des États-Unis, invoquant précisément nos droits garantis par le premier amendement ici, aux États-Unis d'Amérique. En clair, la Maison-Blanche disait au monde que les protections américaines en matière de liberté d'expression s'appliquaient aussi à des sportifs étrangers sur un terrain américain, même si cela mettait mal à l'aise un allié de longue date comme le Royaume-Uni. Cette déclaration ne s'est pas limitée à un seul point presse. Avant la finale, le même groupe de travail de la Maison-Blanche aurait laissé entendre que les Argentins seraient libres de ressortir la banderole s'ils remportèrent le trophée en invoquant encore les garanties constitutionnelles plutôt que le règlement de la FIFA. Le contraste était inhabituel. Le gouvernement britannique réclamait une sanction, le gouvernement américain défendait le droit de protester et la FIFA se retrouvait au milieu, liée par ses propres textes et soucieuse de ne pas paraître choisir un camp dans un conflit entre 2 gouvernements. Que s'est-il donc réellement passé en finale? Attention aux spoilers, car ce point compte pour ceux qui prennent l'histoire en cours. L'Argentine n'a pas gagné le tournoi, l'Espagne l'a remporté. La finale Espagne-Argentine est partie en prolongation sur un score nul et vierge. Au terme d'un match tendu, physique et très fermé, l'Argentine a longtemps défendu Bath, absorbant la pression et espérant tenir jusqu'au tir au but. Puis, au cœur de la prolongation, à la 106e minute, Ferran Torres a repris un centre et inscrit l'unique but du match. L'Espagne est devenue championne du monde pour la 2e fois de son histoire, mettant officiellement fin au règne de l'Argentine comme tenante du titre. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final. Loin de là. L'Argentine jouait déjà à 10 après le second carton jaune, reçu par Enzo Fernandez en prolongation pour un tacle imprudent. Puis, quand les Espagnols ont commencé à fêter leur victoire historique, la situation a vraiment dégénéré. Les caméras ont filmé Leandro Paredes poussant Eric Garcia au sol, puis l'agrippant au cou, tandis que la tension explosait autour d'eux. Nahuel Molina aurait, lui, donné un coup de coude au capitaine espagnol Rodri, alors que celui-ci passait en courant pour célébrer. Paredes a été expulsé pour son rôle dans le chaos, et l'adjoint Roberto Ayala s'est lui aussi retrouvé impliqué dans les suites de l'incident. La FIFA n'a pas laissé passer. Un peu plus d'une semaine après la finale, sa commission de discipline a officiellement ouvert des procédures, et cette fois la liste des griefs était longue. Paredes a écopé de 3 chefs d'accusation distincts pour agression au titre du code disciplinaire de la FIFA. Molinat a été visé par 2 chefs d'agression, l'une commise et l'autre tentée, plus un autre pour comportement antisportif. Ayala, l'entraîneur adjoint, a été accusé d'une agression. Le remplaçant Thiago Almada, qui n'était même pas entré en jeu, a été poursuivi pour comportement antisportif à cause de son attitude sur le bord du terrain durant la bagarre. Et l'affaire n'était pas à sens unique. L'Espagnol Gavi a lui aussi fait l'objet d'un grief pour comportement antisportif dans la même altercation d'après-match. En parallèle, la commission de discipline de la FIFA a confirmé l'ouverture d'un dossier plus large contre l'Association argentine de football. Il couvre non seulement la banderole des Malvinas, mais aussi une série de comportements sur l'ensemble du tournoi,
chants et gestes discriminatoires, coups d'envoi retardés, non-respect de protocoles de match et de sécurité, objets jetés par des spectateurs lors de plusieurs rencontres de l'Argentine. Autrement dit, il ne s'agissait plus d'une seule banderole après une demi-finale. La FIFA l'intégrait à un dossier disciplinaire plus vaste sur la conduite de la fédération, des joueurs et des supporters argentins durant tout le tournoi. La FIFA a confirmé que tous les mis en cause avaient à ne plus répondre et que la décision finale restait attendue. Personne n'a encore été officiellement suspendu ni condamné à une amende, tout demeure ouvert. Pendant ce temps, loin du volet disciplinaire, les affaires du football continuent et elles concernent justement l'un des joueurs pris dans cette saga. L'avenir d'Enzo Fernandez à Chelsea est devenu l'un des grands feuilletons du mercato anglais ce mois-ci. Chelsea a fixé une échéance ferme. Aujourd'hui, à 17h, heure de Londres, pour que Manchester City dépose une offre formelle, le club londonien exigeant environ 120 millions de livres, soit près de 161 millions de dollars. Le Real Madrid, que Fernandez avait publiquement admiré plus tôt dans l'année dans des déclarations qui lui avaient valu une amende et 2 matchs de suspension de son propre club, a depuis fait savoir qu'il ne comptait pas le recruter. Manchester City reste donc pratiquement le seul prétendant crédible et plusieurs sources affirment que les conditions personnelles entre Fernandez et City avaient déjà été discrètement réglées, bien avant l'annonce de cette échéance. Si City n'atteint pas le prix demandé avant la limite, Chelsea affirme qu'il ne partira pas et son nouvel entraîneur Xabi Alonso s'est dit prêt à bâtir son milieu autour de lui la saison prochaine, quel que soit le dénouement. Mais laissons un instant les rumeurs de transfert, car c'est précisément là que les histoires politiques et sportives se recroisent. Si les autorités britanniques avaient réellement décidé de retirer le visa de travail de Fernandez à cause de la banderole des Malvinas, ces négociations ne se dérouleraient pas du tout de la même manière. Chelsea ferait face à une crise différente, avec des avocats, des tribunaux de l'immigration et un joueur soudain incapable d'évoluer légalement dans le championnat. Cette menace, même jugée très improbable juridiquement, a pesé pendant des semaines sur tous ces joueurs, donnant à de banales spéculations de mercato des enjeux beaucoup plus lourds. Sous toute cette affaire se joue aussi un débat plus profond, qui dépasse un joueur ou une banderole. Au Royaume-Uni, des critiques estiment que la sélection argentine a développé une forme d'assurance intouchable depuis son sacre mondial de 2022, comme si elle pouvait repousser les limites et provoquer ses adversaires sans conséquences réelles. Les défenseurs des joueurs rejettent vivement cette lecture. Pour beaucoup d'Argentins, le conflit des Malvinas n'est pas du théâtre politique. C'est une question d'identité nationale transmise de génération en génération, qu'ils estiment avoir le droit d'exprimer fièrement, même sur un terrain à l'autre bout du monde. Les deux camps sont sincères. Le désaccord ne porte pas vraiment sur la légitimité du patriotisme, mais sur la question de savoir si un stade, face à des millions de téléspectateurs, est le lieu approprié pour l'exprimer lorsque ce message renvoie à une guerre qui a tué des centaines de personnes. Les enjeux financiers liés à ce risque d'image sont énormes, et pas seulement pour un joueur. La Premier League se présente depuis des années comme le championnat le plus mondial et le plus inclusif, où des stars de toutes nationalités jouent côte à côte. Une polémique durable autour d'accusations de comportements politisés visant certaines de ces grandes figures est exactement le genre de casse-tête que redoutent ses dirigeants. Les sponsors n'aiment pas voir leur marque associée à des querelles de visa et aux blessures d'une guerre. Chelsea, Tottenham, Manchester United et Aston Villa sont tous exposés financièrement et en termes d'image, vu le poids des internationaux argentins dans leurs effectifs. Aucun de ces clubs n'a publié de communiqué prenant ses distances avec ses joueurs et les juristes jugent toujours cela inutile compte tenu du faible risque de sanctions réelles. Mais la pression n'a pas totalement disparu. Il faut aussi se rappeler que le football a déjà connu une situation comparable, simplement avec un autre drapeau. En 2024, Rodri et Alvaro Morata ont été suspendus un match par l'UEFA après avoir chanté « Gibraltar est espagnol » à la suite d'une victoire en finale de l'Euro contre l'Angleterre. Gibraltar, comme les Falklands, est un territoire britannique d'outre-mer revendiqué depuis des générations par l'Espagne, et le parallèle n'a échappé à personne. Si l'UEFA a suspendu des joueurs espagnols pour un chant sur Gibraltar, ont fait valoir des critiques britanniques, alors la FIFA devrait au minimum infliger à l'Argentine plus qu'une simple amende discrète pour une banderole entière.
Les défenseurs de l'Argentine ont répondu que la sanction de Rodri et Morata n'avait jamais touché au statut migratoire de quiconque, ce qui prouverait justement l'inverse. Ces différends relèvent des instances sportives, pas des services de l'immigration. Les réseaux sociaux ont ajouté leur propre bruit. Un autre responsable de la Maison-Blanche, identifié dans la presse uniquement par le nom Harris, a écrit que l'administration soutenait le droit des joueurs argentins à protester au sujet des Falklands et rejetait les appels à les sanctionner menés par le gouvernement britannique, présentant l'épisode comme une question de liberté d'expression plutôt que de sport. Des commentateurs argentins ont immédiatement repris cet argument, affirmant que la réaction britannique tenait moins à une violation des règles qu'à l'orgueil blessé après la défaite en demi-finale, même si l'Argentine a ensuite atteint la finale avant de la perdre face à l'Espagne. Il faut être précis sur les personnes formellement accusées et celles qui ne le sont pas, car les rumeurs sont allées plus vite que les faits. Giovanni Lo Celso est largement présenté, sans confirmation officielle de la FIFA, comme celui qui aurait physiquement apporté la banderole des Malvinas sur le terrain après la demi-finale. Leandro Paredes, qui aurait été en larmes, a déclaré aux journalistes que les Malvinas seraient toujours argentines, présentant son émotion comme personnelle et non calculée. Lisandro Martinez a dit que l'équipe ne pouvait tout simplement pas décevoir le peuple argentin. Emiliano Martinez, lui, s'est distingué. Il a expliqué ne pas voir de lien entre le conflit historique et la victoire, ajoutant qu'il n'était même pas né pendant la guerre de 1982. Une remarque qui aurait irrité certains supporters argentins, lesquels attendaient un discours nationaliste plus uni. Un scénario de cauchemar financier qui ne s'est jamais produit a aussi été sérieusement évoqué par les médias sportifs britanniques au plus fort de la polémique. Si les autorités de l'immigration avaient agi contre l'un de ces joueurs, Chelsea, Manchester United ou Tottenham auraient pu être forcés de renégocier des contrats dans l'urgence, tandis que des clubs italiens ou espagnols auraient pu obtenir des transferts à prix réduit. Un club obligé de vendre un joueur qui ne peut plus légalement travailler en Angleterre perd presque tout son pouvoir de négociation. Ce scénario reste entièrement hypothétique, les spécialistes ayant jugé la probabilité réelle d'une annulation de visa extrêmement faible. Le cas de Christian Romero ajoute un autre élément en raison de son passé de joueur physique, parfois imprudent à Tottenham. Des supporters qui le considéraient déjà comme un risque disciplinaire ont utilisé cette polémique pour ressortir d'anciennes critiques, alors que rien ne le relie directement ni à la banderole ni à la bagarre d'après-finale. Le même mécanisme a traversé toute l'affaire. Un incident confirmé a servi à rouvrir de vieux griefs contre des joueurs qui n'avaient peut-être que peu à voir avec les faits réellement examinés. Pour l'instant, le résumé le plus exact est simple. La FIFA a toujours des dossiers disciplinaires ouverts et non résolus concernant la banderole des Malvinas après la demi-finale et la bagarre après la finale, avec plusieurs joueurs argentins et espagnols impliqués. Des responsables britanniques ont exprimé leur colère et demandé des conséquences, mais aucune action juridique confirmée n'a visé le statut migratoire de qui que ce soit. Des responsables américains ont publiquement défendu les joueurs au nom de la Constitution. Et sur le terrain des affaires, le football continue, avec l'avenir d'Enzo Fernandez suspendu au mercato le jour même où cette histoire est racontée. Quelle que soit la décision finale de la FIFA, elle n'effacera ni les images d'Atlanta ni celles de la finale dans le New Jersey. Ces moments appartiennent déjà à l'histoire du football, liés pour toujours à une guerre vieille de plus de 40 ans et à une rivalité qui, manifestement, ne s'est pas refroidie d'un seul degré.